Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je dirige une agence qui s'appelle LunaWeb et qui est... comme ça? D'accord. Et qui est spécialisée en UX Design. Je vais vous raconter notre petite histoire très modeste sur la transformation qu'on a opérée. Pour ce faire, un petit menu du jour, c'est l'heure. On va faire un petit flashback sur comment ça a commencé. Je vous expliquerai un peu où est-ce qu'on en était en 2012, quand on a pris cette décision. Où est-ce qu'on en est actuellement en 2017, comment on a essayé de mettre en œuvre tout ça, et puis on essaiera d'en retirer des leçons, pourquoi pas des petits conseils. Petit flashback rapide, en 2004, c'est le moment où Britney est en pleine tournée de Toxic, donc ça c'est quand même important, mais c'est aussi, ça on le sait un petit peu moins, le moment où naît LunaWeb dans mon salon, l'histoire habituelle. Je suis indépendant et je travaille principalement sur des problématiques, parce que c'est ma formation, de conception web en environnement multilingue et multiculturel. Je suis très intéressé, très motivé à pouvoir faire un maximum d'ergonomie, d'accessibilité et d'optimisation de la performance dans mon travail. Je n'ai pas toujours la possibilité de le faire. Il y a peu d'outils qui existent pour faire du travail propre à l'époque, et je n'ai pas assez de savoir-faire pour pouvoir tout faire moi-même. Donc, mon meilleur ami à l'époque est Dreamover. Au fur et à mesure, des lectures, des rencontres, des personnes qui rejoignent l'équipe, tout doucement mais sûrement, on commence un petit peu à engranger du savoir-faire. Et puis un jour, on a un actionnaire qui entre au capital, enfin on le fait venir quand même, il n'était pas... voilà. Pour constituer une équipe, une Dream Team à 5, les 5 grands métiers de l'agence qui sont depuis restés là. Ça nous a apporté de la visibilité financière, un gros carnet, on va dire, de commandes, des plus gros projets et beaucoup de défis. Parce que vous savez que les agences de communication sont ce qu'elles sont, elles vendent, et puis après on se débrouille pour savoir comment on va produire tout ça et éventuellement le concevoir. Donc tout ça, ça nous emmène jusqu'en 2012, qui, pour nous comme pour beaucoup d'autres, est la fin d'un monde et le début de quelque chose de nouveau dans lequel on va se lancer. Clairement, à ce stade, on a fait beaucoup de croissance, on est 10 personnes, ce qui était inimaginable au tout départ. Il y a un très 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 gros rythme de production, et de production avant tout. On n'a pas d'accès aux clients, on ne sait pas comment en fait notre travail est perçu côté utilisateur, et enfin on a une très très grosse dépendance financière, puisque à l'époque on produit 80% de notre chiffre d'affaires auprès d'une seule et même agence qui est notre actionnaire. Donc la croissance, c'est bien et c'est pas bien. Ça génère notamment une très forte attente au sein de notre équipe en termes de qualité, on va dire, de travail, en termes de conditions également de travail, d'intégration de l'usager au cœur de la démarche. Plus ça va, plus on produit, et moins en fait notre ambition, notre philosophie de départ est respectée. On arrive de moins en moins à faire de la qualité. Et puis on a un gros problème de process cohérent. En termes de conception et de production, on est beaucoup, on va dire, en silo. La réalité de l'époque, c'est que on est un peu en train de descendre, ça pue un peu la merde, si je puis me le permettre. Ouais. On a des plannings qui sont vraiment ultra méga surchargés. On a une très grosse parallélisation des prods avec 16, 17, 18 projets en simultané. Donc c'est vraiment hyper dur à vivre. Et puis alors l'utilisateur n'est pas suffisamment intégré. C'est vraiment un euphémisme que de le dire. Du coup, on rêve vraiment de pouvoir en fait aller beaucoup plus loin dans cette approche du UX design. On en a marre d'acheter tous les bouquins qui sortent sur le marché, on voit toutes les vidéos, on commence même à voir des gens, des bons qui partent, et on se dit voilà, globalement comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer, parce qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui fait que plus on nous demande de projets, plus on embauche, et plus on embauche, plus il nous faut de projets pour soutenir la masse salariale. Donc c'est un petit peu complexe à gérer. Il nous faut du coup opérer un très grand virage stratégique, à la fois en termes de process, en termes d'organisation, en termes d'image et en termes de positionnement, parce que là aussi le cercle vicieux, c'est que plus vous faites de la prod, plus vous êtes identifié pour faire de la prod, plus vous vous habituez, on va dire, à aller vite et pas forcément bien, et plus on va venir vous proposer des projets qui sont à l'inverse de ce que vous souhaitiez initialement faire. Donc c'est un peu compliqué à ce stade, faut pouvoir opérer ce fameux virage dont je parle aujourd'hui. Du coup,
et j'aime beaucoup ce gif, il va vraiment falloir se jeter dans le vide sans savoir si ça va forcément fonctionner. On n'en a pas toujours conscience à l'époque, mais in fine, avec le recul, c'est exactement ce qu'on a produit. On en est là actuellement en 2017 où il reste beaucoup de travail à faire. C'est pas encore le top du top, mais globalement, on intègre les utilisateurs dans notre démarche du début à la fin. On fait de la co-conception systématique, on fait de la recherche utilisateur, on conçoit d'abord selon les besoins usagers et beaucoup moins selon les besoins clients. On a de plus en plus de clients qui sont en demande, on va dire, de cette approche. Alors après, est-ce qu'ils la respectent jusqu'au bout? C'est encore autre chose. C'est toute la difficulté de ces méthodes. On est redevenu financièrement totalement indépendant. Et puis on est passé à 20 personnes au taquet avec le luxe de pouvoir s'offrir de bons profils, de faire monter en compétences les gens qui étaient là au début de l'aventure, voire d'avoir des profils type UX researcher très spécifiques qui nous aident à concrètement apporter de la donnée et de la matière quand il s'agit de concevoir pour l'usager. Alors comment on a fait pour gravir cette petite collinette lunaire, forcément ça commence, la phase visible, c'est un billet qui est posté complètement par hasard le 14 février 2013 et qui en fait annonce notre nouvelle identité, nouvelle image, nouveau logo, nouveau positionnement. Et à l'époque, on met, comme on dit vulgairement, les parties sur la table et on se dit concepteur d'expérience web. Clairement, il y a une petite part de bullshit au départ, c'est, on va dire, la méthode Coué, à savoir, on dit qu'on l'est et puis on va le devenir. On le sera si les gens nous font confiance. Parce que, encore une fois, il faut toujours démarrer par des projets qui nous permettent de mettre en œuvre cette fameuse méthode qu'on voulait absolument avoir. On y détaille notre, on va dire, profession de foi, entre guillemets, sur une approche totalement centrée utilisateur final, une vision, on va dire, du métier, j'ai envie de dire comme tout le monde, qui va vers plus de conception et beaucoup moins de production, autant que faire se peut. Et puis, en avançant, on va dire, on se dit que concrètement, il va falloir investir assez lourdement pour que l'équipe monte en compétences. Donc, on a passé beaucoup de temps à essayer de se documenter, à écouter des choses. On a staffé plus avec, à l'époque, la grande séparation du web design et du développement front-end. Initialement, c'était une seule et même... On a fait venir une nouvelle étape qui était le wireframe, par exemple. C'était encore... les tout débuts. On teste des process qui incluent de la recherche utilisateur en amont, c'est-à-dire avant même de décider du contenu stratégique du projet, des grandes orientations, du contenu éventuellement du site, parce qu'on fait à l'époque que du site. On va en fait aller interroger les clients du service, les clients, les utilisateurs de l'application, les prospects, on va dire, du site en question, pour essayer de comprendre concrètement quels sont leurs nouveaux besoins, leurs habitudes, les problèmes qu'ils rencontrent au sein de ce site et au contraire ce à quoi ils sont super attachés et qu'il ne faudra surtout pas péter au moment de refaire la nouvelle interface. Donc voilà. Et puis un jour, on a un client, merci à lui, je pense qu'il se reconnaîtra, qui nous fait confiance sans trop savoir ce qu'on raconte et qui nous achète, on va dire, une méthode qui inclut un test utilisateur. Alors évidemment, le test utilisateur n'a pas de prix, il est inclus dans le global parce que sinon vous pouvez être sûr que ça aurait sauté. On fait un premier test utilisateur à l'époque avec Silverback App qui permettait de filmer l'écran et l'utilisateur qui était en train de réaliser son test. Et ça nous montre très vite que nous étions plantés, que le client s'était planté sur tel aspect, tel wording, telle étape, on va dire, d'une déclaration de sinistre en ligne pour une assurance. Super, donc en gros, ça y est, c'est parti. On est persuadé que c'est cette approche qui nous manque. On croit que ça va aller vite et bien, mais on n'était qu'au tout début de nos efforts parce qu'on a ramé sévère. En interne, beaucoup de changements qui arrivent vite suscitent beaucoup d'incompréhension en termes de commerce, en termes de temps de production, en termes de rentabilité, du coup, en termes de suivi des étapes. C'est tout nouveau, on casse une méthode qui marchait bien. Quelque part, c'était un peu mieux avant, donc on se remet pas mal en cause. Et pour ça, on a réalisé beaucoup de formations en interne, on a passé beaucoup de temps, on a fait venir des gens de l'extérieur aussi, on a fait de l'animation de groupe, un peu façon brainstorming, mais aussi de la psychologie, on va dire, de nos propres usages pour comprendre un peu quelles étaient les mécaniques de résistance au sein de notre organisation et beaucoup de communication pour qu'on ait un jour la chance d'avoir des clients qui viennent nous chercher rien que pour ça. Ça finit par payer, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui compte surtout, c'est quelques leçons éventuellement qu'on en a tirées.
c'est que c'est beaucoup plus compliqué de changer que de continuer même quand ça va pas top, ça c'est clair. Le business, il va pas suivre naturellement quand on initie cette méthode et clairement, il va falloir faire un effort supplémentaire pour vendre cette approche. Il faut s'inscrire dans une logique de temps très longue, donc il faut voir passer les premiers exercices en négatif ou en non-rentabilité sans paniquer. C'était un vrai enjeu important. Il faut s'attendre à investir lourdement du temps et sur toutes les couches, on va dire, de nos métiers. Parce que la méthode UX, on va dire, pour concevoir correctement, elle doit s'adresser à tous les métiers, à toutes les phases du projet, et on doit tous être convaincus, sinon typiquement la chaîne est cassée à un ou plusieurs endroits. Dernier point, on a mis du temps à le comprendre, c'était de soigner l'expérience client de nos propres clients, à savoir leur expliquer avec beaucoup de pédagogie comment ça allait se passer, leur mettre en place une méthode vraiment complètement sur mesure et pas imposer une seule, la nôtre, qui était soi-disant celle qui marchait. Mettre en place de la collaboration entre tous les acteurs du projet, même les gens du juridique, les gens de la DSI, etc. etc. L'inclusion de l'usager final dès le démarrage, ça c'était une erreur aussi de penser que post-wireframe, post-maquette graphique, c'était le moment de démarrer les tests utilisateurs et en fait on se rendait compte qu'on était passé à côté de pas mal de choses et beaucoup de persévérance dans l'explication de comment ça va se passer, de pourquoi c'est comme ça, etc. Je finis avec quelques conseils rapides. Clairement, il faut passer beaucoup plus de temps en avant-vente sur ce qu'est réellement un projet en conception centrée utilisateur. C'est super buzzword, c'est super trendy de dire qu'on fait de l'UX, mais ça coûte beaucoup plus cher de le mettre en œuvre et c'est beaucoup plus long. Ça, c'est une réalité qu'il faut faire percevoir aux clients dès le départ, sinon vous allez au-devant de grosses problématiques. In fine, c'est beaucoup plus rentable, bien entendu, parce que ça va permettre de produire des services ou des interfaces qui sont plus adaptés aux usages, mais clairement, il y a, on va dire, un poids de départ qu'il ne faut pas cacher. Ça, c'est un point important selon moi. Il faut former l'intégralité de l'équipe et recruter des UX qui ne soient pas des UX, on va dire, scientifiques de la discipline, mais qui soient aussi des gens qui viennent de la conception, qui viennent du développement, qui viennent de la production, pour justement, en tout cas en tant que toute petite agence, être capable de faire des choses réalistes, où entre l'idéal et ce qu'on va produire, on va toujours devoir choisir. Prendre le pouvoir au sein du projet de manière hyper diplomatique, mais dire que puisque vous nous avez choisi en tant que concepteur d'expérience pour l'utilisateur final, il faut nous faire confiance. Laissez-nous aller au bout pour qu'on puisse tenir les objectifs qui sont ceux de la transformation, de la satisfaction client, etc. Si on ne maîtrise pas tout le process, par exemple, au hasard, si vous confiez le développement à une SS2I qui n'est pas suffisamment formée et informée, vous pouvez être sûr que tous vos efforts vont être quasiment détruits par manque, on va dire, de communication et de mise au niveau, je suis un peu perdu mais c'est pas grave, de prise en considération des principes que vous avez édictés lors de votre conception. Quatrième point, c'est de mettre le client en situation de prise de conscience, notamment pas mal de convictions, il arrive avec des envies, des idées, et bien souvent, le fait de les mettre au grill de ce que les utilisateurs pensent du site actuel, de l'appli actuelle, du service actuel, est hyper intéressant parce que votre cahier des charges, il va être déconstruit, il va être passé au tamis, il va être simplifié, et souvent, il va être hyper densifié sur des points à côté desquels le marketing, le commerce, la DSI sont passés totalement à côté. Donc ça, c'est un point qui est super important. J'ai presque fini. Point essentiel, c'est de croire en vous. Si vous êtes imprégné de cette on va dire motivation, c'est qu'il va falloir régulièrement rappeler que l'utilisateur final n'a pas besoin de cette fonctionnalité, que les personas qu'on a définis ont besoin au contraire de tel message ou de telle approche, et clairement il va falloir régulièrement venir sur l'ouvrage pour pouvoir marteler votre message. Je tiens le temps, je vous remercie de votre attention et je remercie mon équipe sans qui tout cela ne serait évidemment pas possible. Merci beaucoup.